Nous avons terminé la partie hydrostatique et on passe maintenant à l'hydrodynamique, qui est l'étude des fluides en mouvement. À tout moment, nous interagissons avec des fluides en mouvement. Lorsque nous conduisons notre voiture ou nous volons dans un avion, nous-mêmes, nous sommes des systèmes hydrodynamiques. Lorsque nous respirons 7 litres d'air par minute, ou bien le sang qui circule dans nos vaisseaux sanguins, sont tous des systèmes hydrodynamiques. À une échelle plus grande, les océans, les fleuves, l'atmosphère sont des systèmes hydrodynamiques. Alors, il est très important de comprendre cette partie. C'était Reynolds en 1883 qui a démontré l'existence de deux régimes distincts d'écoulement. L'écoulement laminaire et l'écoulement turbulent. Dans un écoulement laminaire, les particules suivent un parcours régulier sans jamais se croiser. Alors la vitesse en tout point du fluide reste constante en fonction du temps. Regardons ensemble cette vidéo. L'eau s'écoule dans le canal dans cette direction. Un obstacle est placé. On va libérer au niveau de l'obstacle du colorant pour visualiser ce qui se passe au niveau des molécules d'eau qui circulent. Lorsque la vitesse d'écoulement est faible, vous remarquez que les particules d'eau ont des vitesses constantes en fonction du temps. Et chaque lame du fluide circule indépendamment de l'autre. Maintenant, je commence à augmenter la vitesse. Lorsque j'augmente la vitesse au-delà d'une certaine vitesse critique, je passe à un écoulement turbulent où le mouvement devient irrégulier et des petits tourbillons se forment. Alors, dans un écoulement laminaire, les couches successives de molécules du fluide se déplacent doucement et régulièrement l'un à côté de l'autre, même lorsque les molécules rencontrent un obstacle comme dans cette vidéo. Alors, deux particules voisines d'un fluide resteront voisines à chaque instant. Passons à la définition de la viscosité. C'est la mesure du degré de frottement interne dans un fluide. Lorsque ce frottement existe, il transforme une partie de l'énergie cinétique en énergie interne. Alors, la viscosité, c'est la résistance à l'écoulement. Elle est associée à la résistance au mouvement relatif des couches adjacentes du fluide. C'est quoi une ligne de courant? C'est la trajectoire des particules. Alors, la vitesse à chaque instant est tangente à cette ligne. Toutes les particules qui entreprennent leur mouvement au même point se déplacent le long d'une même ligne de courant. Ici, on représente les lignes de courant dans un flux laminaire. Passons à la définition d'un fluide parfait ou bien un fluide idéal. Le fluide idéal est non visqueux, c'est-à-dire le frottement interne est négligeable et un objet porté par ce fluide n'est pas retardé par la viscosité. Ensuite, l'écoulement est laminaire, c'est-à-dire la vitesse demeure constante en tout point en fonction du temps. Si vous prenez un point donné et vous mesurez la vitesse des particules qui vont successivement passer par ce point, vous allez mesurer la même vitesse V. Ici, je représente le champ de vitesse dans un liquide parfait et dans un liquide visqueux. Aussi, on remarque que si on prend une section de la canalisation, toujours lorsque je considère une section de la canalisation, je considère que cette section est perpendiculaire à la canalisation. Alors, si je prends une surface de la canalisation dans laquelle circule un fluide parfait,
les vitesses en chaque point de cette surface va être, ou les vitesses vont être égales. Ensuite, un liquide parfait est incompressible, c'est-à-dire la densité du fluide ne varie pas. Incompressible, je vous rappelle, c'est-à-dire que son volume ne varie pas. Et comme le volume ne varie pas, alors la densité sera constante. Finalement, l'écoulement est irrotationnel, c'est-à-dire le moment cinétique est nul en tout point du fluide. C'est-à-dire quoi? Si je place un objet dans un liquide parfait en mouvement, cet objet ou bien le mouvement de cet objet ou bien cet objet va être entraîné avec le liquide sans tourner. Mais si vous placez ce corps dans un liquide non idéal ou bien non parfait ou bien un liquide visqueux, comme la vitesse des particules en haut est plus faible que la vitesse des particules en bas, alors ce corps va subir une force plus grande de la partie qui est en bas. Alors le corps va tourner dans une certaine direction. Alors je vous rappelle, un fluide idéal est non visqueux, l'écoulement est laminaire, il est incompressible et irrotationnel. Considérons maintenant un fluide parfait s'écoulant dans un tuyau cylindrique de section variable avec un débit constant. Je note au point 1 la section A1, c'est une petite section, et au point 2 la section A2. Je vous rappelle que les sections sont toujours perpendiculaires à la canalisation. Alors, puisque le fluide est parfait, alors il est incompressible. Alors, le volume qui entre dans la surface A1, qui est noté en bleu ici, doit être égal au volume qui sort de A2. Aussi, il est noté en bleu au niveau du point A2. Et puisque ρ égale m sur v, alors la masse qui entre la surface A1 doit être égale à la masse qui quitte la surface A2. Je peux remplacer m par ρ fois v. Voyons maintenant ce volume V est égal à quoi? Je sais que le volume de cette partie qui est entrée pendant le temps delta t de la section A dans la section A1 est égal à A1 fois delta x. Et je sais aussi que delta x est égal à la vitesse V1 fois delta t, puisque la vitesse est égale à delta x1 sur delta t. Alors, je peux dire que le volume V, qui est égal à A fois delta x1, et il sera égal à A V1 delta t. Je vais effacer. Alors, le volume peut être remplacé par A delta x et delta x est remplacé par V delta t. Je vais remplacer le volume dans cette formule. J'obtiens ρ1, V1 sera égal à ρ1, A1, V1 delta t et ρ2, A2, V2 delta t. Je peux simplifier par delta t. Aussi, puisque c'est le même liquide, je peux simplifier par ρ. ρ1 est égal à ρ2. Il me reste que A1, V1 est égal à A2, V2. C'est l'équation de continuité. S'il vous plaît, on va utiliser cette équation dans tous les exercices. Vous devez bien noter et comprendre cette équation. Discutons un peu la signification de cette équation.
Alors, le produit A fois V est constant pour n'importe quelle section de la canalisation. C'est-à-dire, si je prends ici une section S3, aussi A3, V3 sera égal à A1, V2, à A2, V2. Si je prends une section ici au point 4, aussi elle sera égale. Alors, le débit qui est égal à A fois V est une constante. La première remarque à faire est que la vitesse du fluide est plus grande lorsque le tuyau est plus étroit. Comme A fois V est constant, lorsque vous diminuez A, vous augmentez V. Le produit AV est appelé le débit ou bien le taux d'écoulement et il sera noté par D majuscule. Et la dernière remarque à faire est que le volume qui entre le tube d'une extrémité est égal au volume qui quitte le tube de l'autre extrémité. Une petite remarque sur la différence entre débit volumique et débit massique. Le débit volumique, c'est A, qui est la surface, fois V, qui est la vitesse des particules qui passent par cette surface. Je vous rappelle, on a déjà vu dans la définition des fluides parfaits que tous les points appartenant à la même surface d'une canalisation ont la même vitesse. Alors, pour le débit volumique, il est égal à V sur T. C'est le volume qui traverse une surface en fonction par unité de temps. Il est égal à AV. Aussi, on peut parler en termes d'un débit massique qui est défini comme étant la masse qui traverse cette section en fonction du temps. Et tout simplement, vous pouvez remplacer ici M par ρ fois V. Alors, V sur T, c'est AV, c'est la relation qu'on a déterminée ici, et il vous reste ρ. Alors, le débit massique est égal à ρ débit volumique. C'est une petite remarque. Si vous entendez parler d'un débit massique, il faut savoir que c'est la même chose, mais on multiplie seulement par ρ. Alors, le débit massique, c'est le volume du fluide qui traverse une section par unité de temps. A est la surface, V c'est la vitesse, grand V c'est le volume, tandis que le débit massique est la masse du fluide qui traverse une section droite par unité de temps. Bien sûr, le débit volumique est exprimé en mètres cubes par seconde et le débit massique en kilogrammes par seconde. Passons à l'exemple 15.7. Un boyau d'arrosage de 2 cm de diamètre sert à remplir un seau de 20 litres. Alors, vous avez un boyau de 2 cm de diamètre. Vous avez l'eau qui coule. Elle sort avec une vitesse, bien sûr, elle doit être tangente à la trajectoire V. Vous remplissez un seau de 20 litres. S'il faut compter 1 minute pour remplir le seau, à quelle vitesse l'eau sort-t-elle du boyau? Si le temps nécessaire pour remplir le seau est d'1 minute, comment je peux calculer V? Bien, pensez au problème et essayez de résoudre avant de voir la solution. On sait tout d'abord qu'il faut déterminer la section du boyau en ce point. Alors, l'aire d'une section du boyau, comme elle est circulaire, elle est égale à pi R2.
Comme nous avons le diamètre, on peut calculer la section qui est égale à pi d au carré sur 4. Alors, pi 2 au carré sur 4 cm², l'aire de la section est égale à pi. On sait que le débit est égal à AV et il est aussi égal au volume sur le temps. Alors, AV est égal au volume sur le temps nécessaire pour remplir ce volume qui est 1 minute. Alors, c'est 20 par 10⁵ cm3 puisqu'il faut convertir litres en centimètres cubes. Alors, c'est 20 par 10⁵ cm3 sur 60 secondes. Il faut aussi mettre dans le système international minutes. Alors, je peux déterminer V. J'ai la section A ici qui est égale à P. Je peux déterminer V. V sera égal à 106 cm par seconde. Ici, bien sûr, vous pouvez transformer en mètres par seconde, degrés millilitres, ou bien à la fin, vous pouvez mettre dans le système international, pas de problème.